Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du cabinet Howard consacré aux victimes du travail. Podcast où nous explorons les luttes sociales, les batailles juridiques et les victoires arrachées par les salariés. Aujourd'hui, direction le monde du retail, avec une affaire aussi complexe que symbolique, celle de la marque André, la marque de chaussures centenaire et mythique, passée par plusieurs rachats, restructurations, jusqu'à une liquidation brutale qui a laissé des centaines de salariés sur le carreau. Avec Marlon Zard, avocat du collectif des salariés, nous revenons sur cette bataille prud'homale tentaculaire où le droit du travail a servi de rempart face à des logiques purement économiques. Alors, comment défendre une culture d'entreprise face au choc brutal d'un rachat ? Quels sont les recours possibles en cas de licenciement économique mal encadré, d'absence de reclassement ou de carences graves en santé et sécurité ? Restez avec nous pour découvrir comment un avocat peut devenir la voix de centaines de travailleurs quand tout semble déjà joué. Bonjour Marlon. Bonjour Marion. Alors comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que tu es prêt à nous raconter l'histoire de ce collectif de salariés de la marque André ? Écoute, ça va très bien et il faut être bien accroché parce que ça a été une guerre et c'en est toujours une. C'est une action qui dure encore actuellement. Qui dure encore actuellement, mais on a déjà des premiers résultats. On va garder ça en suspens pour tout à l'heure. Exactement. Alors, commençons par une mise en contexte. On a une marque, une famille presque, et un gros choc. Commençons par le commencement. La marque André, c'est quoi ? Voilà, marque André, tu la connais, vous la connaissez tous, c'est les chaussures André. On s'est tous chaussés chez André à un moment de notre vie. C'est la marque mythique de chaussures qui a permis aussi l'émergence et la création du groupe Vivarté qui a ensuite donné naissance à des marques telles que La Halle, San Marina, etc., etc. Et donc André, c'est vraiment une marque mythique, mais aujourd'hui qui est plus qu'en déliquescence. Oui, et qu'est-ce qu'elle représentait cette marque du point de vue de ses salariés ? On a vu là à l'instant le point de vue consommateur. En fait, pour les salariés qui travaillaient chez André, c'était un peu un engagement. En fait, à l'époque, quand tu étais embauché chez André, tu vivais André, tu te mariais André, tu avais des enfants, tes enfants chez André. C'était vraiment c'était ça. Tu passais ta vie chez André et en fait, ce qui explique aussi que dans mes clients actuellement, la moyenne d'âge au sein de la société, c'est entre 15, 20, voire 30 ans d'ancienneté. Tout le monde avait une ancienneté énorme. Plusieurs couples de salariés ont voulu être défendus par mon cabinet. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est rare actuellement d'avoir une marque où on a autant d'ancienneté. D'accord, et d'ailleurs donc tu as été amené à intervenir dans cette affaire. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce qu'ils sont venus vers toi ? En fait, tout simplement, comme souvent dans les collectifs, tu rentres via un salarié. Là, concrètement, je défendais une salariée qui avait été licenciée pour inaptitude, qui était salariée protégée, qui m'a introduit au sein du CSE, donc comité d'entreprise, pour être l'avocat conseil du CSE et pour les aider dans un moment de difficulté économique pour la marque. Donc, je suis rentré comme ça par une salariée qui m'a introduit au CSE et ensuite, je suis devenu conseil du CSE, puis ensuite conseil des salariés individuels qui ont été licenciés. Mais ça, on reviendra ensuite dessus. D'accord. Donc à un moment, ça a pris des bonnes dimensions. À quel moment est-ce que toi, tu as compris que le dossier il allait être hors norme ? En fait, pour dresser un peu le contexte, André, pendant longtemps, appartenait au groupe Vivarté. Sauf que pendant un moment, ça a été très très déficitaire, notamment lors des dernières années. Et le groupe Vivarté a vendu la marque André à la société Spartoo. La société Spartoo que vous connaissez aussi, qui concrètement qui vend des chaussures en ligne. Donc vous avez une marque web qui a racheté une marque de chaussures, une marque de retail, qui avait des magasins de ville, des magasins dans les centres commerciaux. Et donc une société qui a voulu appliquer ses habitudes web à des magasins du retail, mais alors que les salariés de la société André avaient tous des habitudes nées de leur longue ancienneté, etc. Et donc c'est difficile de changer du tout au tout la manière de travailler de personnes qui ont toujours travaillé de la même manière et
bien travailler de cette manière-là. Donc concrètement, la personne qui a racheté André, donc Spartoo, la marque Spartoo, la société Spartoo a racheté André, a créé la société Tout André pour racheter la marque André, et a décidé d'appliquer ses process internes à la marque André. Sauf que ça ne l'a pas du tout fait. Et ce qui devait arriver arriva. Et ben, moi, je suis arrivé au moment, en fait, après 2 ans d'acquisition de Spartoo, la marque était en totale déliquescence et rentrait en redressement judiciaire. Et donc, je suis arrivé sur le dossier et j'ai essayé de négocier avec les salariés protégés ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, je devais négocier des mesures sociales pour tous les salariés. Donc voilà, c'est la première négociation que j'ai pu faire avec les salariés protégés et qui m'a amené ensuite à assister à l'audience de liquidation de la marque André et à la reprise de la société de la marque André une nouvelle fois par une autre société. Enfin, en fait, pour être plus clair, c'est suite à la liquidation de la société Tout André, qui appartenait à la société Spartoo. Un des anciens dirigeants historiques d'André, Monsieur Féjot, qui avait permis à l'époque un sursaut de chiffre d'affaires et de bénéficiaires au sein de la marque André. Il ne voulait pas laisser mourir cette marque et donc, je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2020, en 2019 je crois, il a racheté la marque André à Spartoo, pour ne pas laisser mourir la marque. Mais suite à ce rachat, il ne pouvait pas reprendre tous les magasins, il ne pouvait pas reprendre tous les salariés. Donc, il y a eu énormément de licenciements. Et donc, je me suis occupé de contester les licenciements de tous les salariés qui m'ont confié leur dossier devant les différents conseils de prud'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis occupé de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi avec les administrateurs, les mandataires liquidateurs, etc., quand je me suis occupé de cette négociation de plan de sauvegarde de l'emploi, eh ben, il y a plusieurs choses auxquelles on ne peut pas déroger. Notamment, il faut établir des critères d'ordre, il faut lors du licenciement économique, proposer tous les postes de reclassement aux salariés. Et en fait, lors de toute cette négociation collective, j'ai fait en sorte de planter les graines de notre future victoire. Donc, ça, j'en dirai un peu plus après, mais lors de cette négociation collective, j'ai en quelque sorte rendu un peu fou les administrateurs qui s'occupaient de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi avec les salariés protégés. D'accord, donc tu as dû développer une stratégie vraiment spécifique, on va dire, par rapport à une situation un peu tentaculaire. Quels étaient les enjeux humains pour les salariés et la stratégie qui a dû en découler? Et l'angle que tu as pris, l'angle d'attaque. Alors en fait, la première chose que je dis aux salariés protégés quand je m'occupe de la négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est que je leur dis, écoutez, vous allez faire une veille Internet et vous allez regarder au sein de toutes les sociétés du groupe, parce qu'en fait, la marque André avait été rachetée par la société Spartoo, qui a un groupe de sociétés. En fait, Spartoo avait plusieurs sociétés, plusieurs filiales, dont la société Tout André, qu'elle avait créée pour reprendre la marque André. Et donc, je demandais aux salariés protégés de faire une veille sur Internet de toutes les offres d'emploi qui existaient au sein de toutes les sociétés du groupe. Et ça, c'est très, très important. Il faut que chaque salarié protégé le fasse. À chaque fois qu'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi qui est négocié, il faut que les salariés protégés fassent une veille de toutes les offres d'emploi qui existent sur le net, qui existent en interne, à l'instant, tout au long de la procédure de négociation collective et tout au long de la future procédure de licenciement. Et donc, je leur ai demandé de faire ça. J'ai fait en sorte de négocier avec eux, donc bien évidemment les critères d'ordre de licenciement. Et une fois que la société Tout André a été liquidée, et comme je vous l'ai dit, la marque André a été reprise par Monsieur Féjot, qui a créé la société Un Monde Neuf pour reprendre la marque André, et a repris en même temps plusieurs salariés, mais des centaines de salariés ont été licenciés. Donc moi, je me suis occupé de contester le licenciement de la plupart des salariés qui ont été licenciés. Et en fait, j'ai appuyé sur plusieurs points qui m'ont permis d'avancer positivement dans ce dossier. Donc concrètement... Alors, si tu veux bien, je t'interromps là tout de suite, parce que le premier point,
tu l'as déjà évoqué, c'est les salariés protégés et leur reclassement. Il me semble que ça fait partie, ou c'est un de tes premiers points. Est-ce qu'on peut juste détailler à nouveau salariés protégés contre non protégés et ce que c'est que le reclassement, un peu plus en détail? Alors, c'est pas salariés protégés contre non protégés, c'est salariés protégés pour les salariés non protégés. Parce qu'en réalité, les salariés protégés vont avoir un rôle primordial dans la future défense des salariés non protégés. Je vous explique. Concrètement, les salariés protégés, eux, ce qui leur permet de parler presque à armes égales en réalité, je dirais, avec l'employeur, c'est qu'en fait, ils sont protégés. Ça veut dire qu'un employeur ne peut pas licencier un salarié protégé sans avoir auparavant une autorisation spécifique de licenciement par l'inspection du travail. Ce qui leur permet du coup de faire remonter notamment des doléances de salariés. Typiquement, c'est comme un délégué de classe. Un délégué de classe, c'est normal qu'il soit un peu plus protégé qu'un élève normal, puisqu'il va parler, il ne doit pas avoir peur de se faire critiquer pour avoir parlé, pour défendre ses camarades de classe. C'est la même chose dans le milieu professionnel. Un salarié protégé, pour être licencié, pour avoir une sanction disciplinaire, cette sanction disciplinaire doit auparavant être validée par l'inspection du travail. Donc concrètement, le salarié protégé, dans une procédure de licenciement économique, comment ça se manifeste? Concrètement, le salarié protégé, il doit, avant de pouvoir être licencié par le mandataire liquidateur, le salarié protégé doit obtenir son autorisation de licenciement par l'inspection du travail. Et donc, alors qu'un salarié non protégé, lui, le mandataire liquidateur, après le jugement de liquidation du tribunal de commerce, a juste à appliquer le jugement du tribunal de commerce. On demande à un salarié le tribunal de commerce décide qu'un salarié va être licencié, donc le mandataire liquidateur fait partir la lettre de licenciement. C'est beaucoup plus simple. Le salarié protégé, il faut cette autorisation préalable de l'inspection du travail. Concrètement, moi, ce que j'avais fait, ce que j'ai pu obtenir dans cette affaire, c'est que comme j'avais demandé aux salariés protégés de faire une veille complète des offres qui existaient tout au long de la procédure de licenciement. Et plusieurs salariés, lorsqu'ils ont dû voter dans un CSE extraordinaire leur licenciement ou non, ils ont tous voté contre leur licenciement en disant « on est contre notre licenciement parce que vous n'avez pas pris les mesures de reclassement nécessaires. Concrètement, il existait plus de 20 ou 30 postes qui existaient au moment de notre licenciement et que vous ne nous avez pas proposés. Et donc, il y a un manquement au niveau des critères d'ordre, il y a un manquement au niveau du reclassement, et donc vous ne pouvez pas nous licencier. » Et l'inspection du travail a suivi notre théorie, elle a refusé tous les licenciements des salariés protégés. À partir du moment où l'inspection du travail refuse le licenciement de tous les salariés protégés à minima, ça veut dire qu'à maxima, le licenciement des salariés non protégés, je sais que je vais réussir à le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parce que, à minima, si le reclassement n'est pas respecté pour les salariés protégés, alors que le mandataire liquidateur a beaucoup plus de temps pour proposer des offres de reclassement aux salariés protégés qu'aux salariés non protégés, à maxima, les salariés non protégés, je vais pouvoir avoir leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, à partir du moment où j'ai eu le refus de l'inspection du travail, j'avais mon Graal. Je savais que j'avais de grandes chances d'obtenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de tous les salariés que je défendais. Donc ça... C'est ta première question. Oui, ça, c'est, si j'ai bien compris, c'est le premier angle d'attaque que tu as utilisé, et il me semble qu'il y en a 4 au total. Oui, dans le dossier, j'ai multiplié les angles d'attaque. Oui. Pour obtenir les dommages et intérêts, je m'en expliquerai après, mais concrètement, mon premier angle d'attaque, c'était d'obtenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés non protégés pour manquement à l'obligation de reclassement. La jurisprudence est claire, la loi est claire. Quand on manque à son obligation de reclassement, le licenciement économique des salariés est considéré comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça, c'était mon premier angle d'attaque. Mon deuxième angle d'attaque, c'était de dire qu'il y avait un manquement au niveau des critères d'ordre de licenciement. Concrètement, pour la faire courte, lors d'une négociation collective avec les administrateurs ou les mandataires liquidateurs, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, les salariés protégés vont négocier les critères d'ordre de licenciement. Donc ils vont
Ils vont dire, par exemple, vous êtes une femme célibataire avec 4 enfants qui avait 20 ans d'ancienneté. Vous aurez... En fait, on met des points à chaque cas objectif. Et en fonction des points récoltés, on va être licencié avant ou après l'autre salarié qui est classé. Donc, en fait, on détermine des points, donc ancienneté, âge, célibat, professionnalisme, etc. Sauf que le critère professionnel est un critère qui est posé par la jurisprudence et obligatoire, sauf que moi, dans le cas des salariés André, il n'y avait aucun entretien professionnel pour contrôler leur professionnalisme. Donc concrètement, il y avait un problème au niveau des critères d'ordre de licenciement. Et en plus, mais ça va un peu plus loin, j'avais un truc plus complexe, c'est que les sociétés... Bon, non, je ne vais pas rentrer dans ce point-là, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le critère d'ordre de licenciement n'était pas respecté parce qu'il y avait plusieurs critères qui n'étaient pas cohérents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je veux dire. Le troisième point, c'est qu'en fait, et ça découle aussi du fait qu'il n'y avait pas d'entretien professionnel, eh ben, les salariés n'ont pas eu la moindre formation professionnelle tout au long de leur vie professionnelle au sein de la société André. Et ça leur crée un préjudice qui est distinct. C'est qu'en réalité, un salarié qui n'a pas de formation professionnelle tout au long de son emploi au sein d'une société, eh ben, il perd en compétence sur le marché de l'emploi. Parce qu'il acquiert en connaissance d'entreprise, mais il ne va pas rester formé sur le marché de l'emploi tout au long de sa carrière professionnelle. En fait, une fois qu'il va être licencié, il va avoir beaucoup plus de mal à retrouver du travail parce qu'il n'aura pas eu de formation continue tout au long de sa relation de travail. Et donc, j'ai pu demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. Et surtout, mon quatrième point, c'était qu'il y avait pour moi un problème, mais énorme, au titre du manquement à l'obligation de santé-sécurité. Il faut savoir que la santé-sécurité, c'est un moyen, c'est une obligation de moyens renforcés à l'égard que l'employeur a à l'égard des salariés. C'est une obligation principale au titre du contrat de travail. Il ne faut pas mettre en danger son salarié. Et dans le cas où le salarié est en danger, on peut payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice. Moi, concrètement, j'avais un nombre, mais une foultitude de PV de CSE qui alertaient l'employeur sur les difficultés au sein de la société, sur du travail, notamment du travail isolé. En fait, il y avait des salariés qui travaillaient pendant de très longues périodes tout seuls au sein du magasin, et ça, c'est interdit. Il y avait notamment énormément de problèmes il n'y avait pas de DUR, de DURP en fait. C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Malgré les alertes des salariés, les salariés protégés, l'employeur n'a jamais trouvé bon de réaliser ce document. On est d'accord que c'était un document obligatoire. Ouais, c'est ça, c'est un document obligatoire. Et surtout, il y avait ces mails, mais d'une violence inouïe, où vous avez le DRH de la société qui alerte le président de la société en disant « Mais attendez, je ne comprends pas jusqu'où vous voulez qu'on aille, parce que là, si on ne prend pas les choses le taureau par les cornes, eh ben, vous attendez quoi, qu'il y ait un suicide en magasin ?» Et vous aviez des mails de salariés avec « Au secours » écrit en gras, lettres capitales, etc. C'était ubuesque. Et en fait, les salariés avaient une multiplication des accidents de travail, une multiplication des arrêts de travail, un taux d'absentéisme terrible. Et en fait, c'était... donc j'ai demandé des dommages et intérêts sur ce point, et c'est des dommages et intérêts qui me semblaient fondamentaux, parce que concrètement, une société qui respecte si peu la santé et la sécurité de ses salariés, c'est ubuesque, il faut qu'elle soit punie. Donc, je me suis attelé à demander en quatrième point des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité. C'était mes 4 angles d'attaque. D'accord. Donc tu as trouvé 4 angles d'attaque intéressants. On va voir comment ils ont fonctionné. Mais tu es allé beaucoup plus loin en fait. Parce que ce qui a rendu la chose tentaculaire, c'est que tu as attaqué de partout. Et quand je dis de partout, c'est-à-dire géographiquement, tu as attaqué tous les points possibles. C'est ça, non ? Exactement, Marian. En gros, en tant qu'avocat, j'ai horreur du risque. Et comme
Et donc, j'ai voulu limiter le risque. Et comment j'ai limité le risque? Il faut savoir que les salariés ont une option, en réalité, pour choisir le conseil de prud'homme qu'ils vont saisir. Le salarié peut choisir soit le lieu du siège social de la société, soit le lieu de signature du contrat de travail, soit le lieu d'exécution effective du contrat de travail. Donc moi, facile, j'avais soit le lieu du siège social, c'était à Grenoble, soit le lieu de signature du contrat de travail. À l'époque de Vivarté, tous les contrats de travail étaient signés à Paris, donc je pouvais saisir le conseil de prud'homme de Paris, et je pouvais choisir aussi le lieu de travail effectif, donc en fonction des magasins. Typiquement, il y avait beaucoup de salariés qui travaillaient vers Châlons-en-Champagne et Reims. Donc j'ai saisi le conseil de prud'homme de Châlons-en-Champagne, j'ai saisi le conseil de prud'homme de Bobigny. Donc voilà, j'ai pu diversifier le risque des salariés en me disant que de toute manière, même si j'allais avoir des décisions aléatoires dans un premier temps, eh ben, tout allait se lisser en procédure d'appel. Parce que c'est un dossier, j'en étais sûr, qui allait aller en appel. Donc, j'ai limité le risque comme cela et j'ai eu énormément de surprises parce que les résultats n'ont pas du tout été les mêmes en fonction des conseils de prud'homme que je saisissais. Ça veut dire que tu as eu des grosses différences entre les décisions des différents tribunaux ? C'est pas des grosses différences, c'est que c'est totalement ubuesque. Je vais vous la faire courte. On va dire que, typiquement, à Paris, j'ai eu... on m'a donné dommage à intérêt pour manquement aux critères d'ordre de licenciement. Premier point. Ça, c'était pour la section commerce au sein du Conseil de prud'homme de Paris. Au sein du même Conseil de prud'homme de Paris, section encadrement, j'ai eu licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement. J'ai rien eu d'autre. À Grenoble, j'ai eu manquement à l'obligation de santé-sécurité pour les non-cadres. Et j'ai rien eu d'autre. Pour les cadres, j'ai perdu totalement. À Bobigny, j'ai tout gagné. Licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement aux critères d'ordre de licenciement. Non, licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de formation et adaptation, manquement à l'obligation de santé-sécurité. Même chose à Reims. À Reims, j'ai tout gagné. Par contre, à Reims, j'ai eu un truc qui était totalement ubuesque, c'est que pour les non-cadres, j'ai eu le plafond de la barémisation Macron. Vous savez, des dommages et intérêts qu'on peut avoir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Macron a mis un plancher et un plafond. Donc j'ai eu pour les non-cadres le plafond. Par contre, pour le seul cadre pour lequel j'avais saisi à Reims, j'ai eu licenciement, j'ai eu le plancher du barème Macron. Donc c'est-à-dire que le cadre a vu tous ses collègues qu'il encadrait partir avec des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, et lui avait 3 mois de salaire, quoi. Donc en fait, c'était totalement ubuesque. C'était totalement ubuesque, mais à part à Grenoble, section encadrement, j'avais gagné partout des sommes pour chaque salarié. Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans cette décision. Et mais je te coupe, Marion, mais c'est le propre du conseil de prud'homme, parce que le conseil de prud'homme, vous n'êtes pas jugé par des magistrats professionnels, vous êtes jugé par des conseillers prud'homaux. Et je savais qu'en appel, ça allait être lissé, en réalité, parce qu'en appel, c'est un magistrat professionnel qui va appliquer le droit, en réalité. Et donc, c'est beaucoup moins aléatoire en appel qu'au prud'homme. Moi, typiquement, quand un salarié me vient et qui me dit « Est-ce que j'ai des choses de gagner ?», je réfléchis plus par rapport à la procédure d'appel que par rapport à la procédure prud'homale. Mais c'est parfait alors, parce que ça nous amène à une très très bonne manière d'intégrer le reste de l'histoire. Est-ce que toi, tu serais parti en appel ? Alors, j'aurais été en appel simplement parce que j'avais gagné des sommes très importantes partout. Parce que même quand je vous ai dit qu'on m'a donné manquement à l'obligation de formation, manquement à l'obligation de santé-sécurité à Grenoble pour les non-cadres, c'était des sommes folles aussi pour chaque salarié. Donc je voulais pas nécessairement faire appel, je voulais faire appel juste pour les 6 salariés pour lesquels j'avais perdu dans le conseil de prud'homme section encadrement. Voilà, c'était les seuls pour lesquels je voulais faire appel, mais en fait la partie adverse, elle, a interjeté appel partout, devant tous les conseils de prud'homme. Et est-ce que tu aurais qualifié ça comme étant... Est-ce que tu aurais dit que c'était une bonne idée de leur part ?
Seul l'avenir nous l'a dit et nous le dira et nous l'a dit, puisque la réponse est que toutes les condamnations ont été confirmées et démultipliées en réalité. Donc, à terme, l'idée n'a pas été bonne. Le résultat d'interjeter appel partout n'a pas été bon pour les mandataires liquidateurs. Donc voilà, enfin, concrètement, moi je n'aurais pas fait appel. Eux ont décidé de faire appel et ils ont été punis à cet égard après. On en discutera après. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Dans la manière dont ça est arrivé, dans la manière dont ils ont fait appel, ils ont fait une... comment ils ont fait et quelle est la petite erreur que tu avais soulignée quand on a préparé cette émission? Alors ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe à comprendre. Je vais essayer d'en parler le plus simplement possible, mais je te promets rien, Marian. Parce que c'est vraiment une erreur qui m'a fait... Pendant peut-être 2 semaines, j'ai pas dormi de la nuit et je me disais mais comment je vais me sortir de cette situation, c'est terrible. Concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en liquidation judiciaire, moi je m'occupais des salariés qui étaient licenciés suite à la liquidation judiciaire de la société Tout André Partout. Donc quand vous êtes en liquidation judiciaire, vous n'êtes plus face à l'employeur, vous êtes face au mandataire liquidateur qui représente la société. Et vous êtes face aux AGS, c'est la garantie des salaires. Donc à chaque fois, moi quand je gagnais, le mandataire liquidateur avait l'obligation de compléter le relevé de créance de la société et de le rendre opposable aux AGS. En gros, c'était ça. Mais donc en fait, c'est ordonner au mandataire liquidateur d'inscrire au relevé de créance de la société 10 000 euros ou 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rendre ces sommes opposables aux AGS. En gros, c'est ça qu'on demande en fait au mandataire liquidateur. C'est pas une condamnation directe du mandataire liquidateur, c'est on ordonne au mandataire liquidateur d'inscrire des sommes qui seront payées ensuite par les AGS. Donc moi, pour un salarié, j'ai besoin d'avoir ces 2 parties nécessairement dans la cause. Sinon, ça me sert à rien d'être dans un dossier. Donc, la partie adverse interjette appel. Donc, le mandataire liquidateur interjette appel. Il faut savoir qu'en procédure d'appel, la partie qui interjette appel a beaucoup plus de devoirs que la partie qui est intimée, que la partie qui subit l'appel. Concrètement, si la partie qui interjette appel, si la cour d'appel lui dit « Eh Coco, ton adversaire n'a pas constitué avocat, n'a pas pris d'avocat, n'a pas dit qu'il avait un avocat en cours de procédure d'appel », eh ben, tu dois signifier par voie d'huissier ta déclaration d'appel à partir d'1 mois après l'avis de la cour d'appel. Donc, si tu dépasses ce délai, t'es morte. C'est comme si ta déclaration d'appel elle est caduque, et donc c'est comme s'il n'y avait jamais eu appel. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, si jamais la partie adverse n'a toujours pas constitué avocat et que toi, tu as envoyé tes conclusions, tu as 1 mois maximum après l'envoi de tes conclusions pour signifier tes conclusions par voie d'huissier à la partie adverse. Donc moi, comme je n'avais pas envie de prendre le risque pour mes salariés et comme j'essaie d'être le plus diligent et respecter ma déontologie, dès qu'un avocat interjette appel, j'essaie de me constituer le plus rapidement possible. Comme quand le client me donne le mandat, je me constitue directement dans la foulée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que donc moi je me suis constitué, il n'y avait pas de problème de mon côté. Sauf que le mandataire liquidateur, les AGS, ne s'étaient pas constitués, n'avaient pas pris d'avocat. Donc le mandataire liquidateur a bien signifié sa déclaration d'appel aux AGS, mais par contre, il n'a pas fait gaffe, mais après l'envoi de ses conclusions, il n'a pas fait gaffe que les AGS n'étaient toujours pas dans l'affaire, et il a oublié de signifier ses conclusions aux AGS. Les AGS, rapidement, c'est la garantie des salaires. C'est eux qui vont payer en fait les salariés des condamnations qu'ils vont obtenir du Conseil de prud'homme. Donc, moi, je reçois un avis de caducité partielle de la déclaration d'appel des mandataires liquidateurs. Donc, à ce moment-là, moi, je me dis, OK, top, si l'avis de caducité est partiel... Non, pardon, excuse-moi, je reprends. Donc, moi, je reçois un avis de caducité de la cour d'appel. Je me dis à ce moment-là, super,
il y a un avis de caducité de la déclaration d'appel du mandataire liquidateur, donc magnifique, je vais pouvoir exécuter les sommes, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'appel, trop bien. Sauf que je regarde de plus près l'avis de caducité et je me rends compte que cet avis de caducité, il est partiel. Et il n'a été prononcé qu'à l'égard des AGS, qu'à l'égard de la garantie des salaires. Ça veut dire que je me retrouve, moi, dans une action où je vais aller jusqu'au bout, les 2 ans, 2 ans et demi de procédure, où il n'y a plus les AGS. Ça veut dire que si je gagne, si j'obtiens autre chose qu'une confirmation du jugement de première instance, si par exemple j'obtiens des sommes supplémentaires, etc., ça ne sera pas opposable aux AGS. Je ne pourrai pas demander aux AGS et les AGS, payez-moi pour mes salariés. Donc en fait, c'est quelque chose de terrible pour moi. Et en fait, là, ça a entraîné des nuits blanches, des cauchemars. C'était terrible parce que je me suis dit, mais comment je vais faire quoi ? Là, je suis dans un dossier que je suis sûr à 100% de gagner. Je l'ai construit d'une main de maître. Et du fait de l'erreur de la partie qui a fait appel, eh ben, je me retrouve dans une situation où je vais être victime. Et toute la jurisprudence était contre moi à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un monde, un univers où cette erreur, elle était volontaire ? Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit une erreur stratégique volontaire ? Je dirais pas ça parce que je me suis super bien entendu avec mon confrère des mandataires liquidateurs. Je pense vraiment que c'est une erreur. Mais après, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, dans ma tête, je me suis dit, si cette jurisprudence existe, ça serait un moyen pour rendre à jamais, pour totalement annuler le droit des salariés, en fait. Parce que ça aurait permis aux mandataires liquidateurs d'interjeter appel de tous les dossiers dans lesquels ils perdent, de pouvoir rendre la décision avec une caducité partielle à l'égard des AGS et de ne jamais avoir à exécuter pour les salariés les décisions juridiques. Donc en fait, c'était extrêmement grave et c'est une jurisprudence qui existait en fait à la Cour d'appel de Paris, à la Cour d'appel de Reims, etc. C'était des jurisprudences, en fait, la caducité partielle était possible. En fait, on estimait que les AGS n'étaient pas une partie fondamentale au procès. Mais pour moi, c'était une des parties fondamentales du procès. Donc, en gros, j'ai dû lutter devant la Cour d'appel de Paris, devant la Cour d'appel de Reims. J'ai fait ce qu'on appelle des déférés. Et j'ai expliqué l'incohérence de la situation et le problème de sécurité juridique qu'il y avait pour tous les salariés, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'était extrêmement grave. Ça voudrait dire qu'à terme, on ne pouvait plus appliquer. Les mandataires liquidateurs avaient le moyen entre leurs mains de ne plus appliquer une décision, un arrêt d'appel en faisant exprès de sortir de la cause des AGS. Et donc j'ai lutté. En fait, il y a eu, suite à mes 2 luttes, à Paris et à Reims, il y a eu des jurisprudences j'ai donné naissance à une jurisprudence qui a estimé que les AGS, quand le mandataire liquidateur ne leur signifiait pas ni la déclaration d'appel ni les conclusions, eh ben, ce n'était plus une caducité partielle, c'était une caducité totale. Et donc, sur ce point-là, j'ai gagné mon combat et ça m'a permis, dans tous les endroits où il y avait ce problème de caducité partielle, de transformer cette en caducité totale, j'ai pu appliquer les jugements pour tous les salariés concernés. Et comme j'avais du coup des jugements pour ces salariés concernés qui étaient définitifs, j'ai pu les mettre dans mes procédures d'appel qui continuaient. Donc, par exemple, à Grenoble, la procédure d'appel continuait. J'ai pu mettre ces jugements définitifs et dire à la cour d'appel, écoutez, regardez, le jugement est définitif. On a des jugements qui condamnent la société pour manquement à l'obligation de reclassement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de santé et sécurité, manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. Ce n'est pas normal qu'un salarié ait gain de cause et que l'autre non. Et donc ça a permis aussi d'avoir gain de cause devant la cour d'appel, notamment de Grenoble, et devant la cour d'appel de Reims. J'ai eu gain de cause pour tous les salariés grâce à ces luttes, en fait, ces luttes procédurales que j'ai pu avoir pour tous les salariés. D'accord. Alors bravo pour ce revirement de jurisprudence. Tu m'as appris le terme tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les parties du dossier qui ne sont pas encore terminées, parce qu'il y a en fait, comme c'est un procès tentaculaire, comme c'est tentaculaire en soi, je veux dire, il y a encore une partie des actions qui ne sont pas terminées. Concrètement, la partie des actions qui n'est pas terminée,
C'est devant la Cour d'appel de Paris, parce que la Cour d'appel de Paris, c'est la Cour d'appel qui est sans doute la plus surchargée de France. Et donc, alors que j'ai eu mes arrêts d'appel devant la Cour d'appel de Reims, alors que j'ai eu mes arrêts d'appel devant la Cour d'appel de Grenoble, et ben concrètement, je n'ai même pas encore de date de fixée pour mes arrêts devant la Cour d'appel de Paris. C'est assez fou, mais c'est les délais de justice. Et j'avais envie de dire, on a la justice qu'on mérite, hein. Quand on ne donne pas de budget à la justice, bah, la Ouais. justice ne peut pas fonctionner rapidement. Et malheureusement, du coup, j'ai des salariés, j'ai des dizaines et des dizaines de salariés qui ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, et d'autres qui attendent que ça arrive, tout simplement. Et je ne peux pas leur dire quand ça arrive parce que je n'ai pas encore de date. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou, mais j'ai un point que je dis de plus en plus à mes clients, c'est que maintenant, dès que les dossiers durent trop longtemps, il faut agir en responsabilité de l'État pour des délais déraisonnables de justice. Et en fait, il y a des délais que la jurisprudence a estimés comme raisonnables. Typiquement, un arrêt d'appel doit pas durer, enfin, une procédure d'appel doit pas durer plus d'un an. Chaque mois supplémentaire à un an, c'est grosso modo, hein, que je vous le dis, mais on peut réclamer 200 euros par mois de retard. Donc typiquement, ce que je dis à tous les salariés d'André qui m'appellent, c'est que je leur dis, OK, votre arrêt, enfin, n'est pas encore intervenu, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on a l'arrêt définitif, eh ben, j'exécute les sommes et en plus, je pourrai engager la responsabilité de l'État pour les délais déraisonnables de justice, et vous obtiendrez 200 euros par mois, 200 euros par mois, 200 euros par mois, 200 euros par mois, et ça peut arriver parfois, ça peut atteindre 7, 10, 15 000 euros, quoi, en fonction des délais longs de justice. Ça, c'est intéressant. Et je présume, c'est totalement une autre question, mais je présume que quand on part en prud'homme, en tant que salarié, on a très très peu moyen de choisir dans quelle ville on va le faire. Bah, je t'ai dit, hein, au début du podcast, justement, on a cette option en tant que salarié. On peut choisir soit le lieu de signature du contrat de travail, soit le lieu du siège social de la société dans laquelle on travaille, soit le lieu de travail effectif. Donc en gros, tu as une option et Pour tu les choisis. cas où on ne travaille pas sur le lieu du siège social, où le contrat n'est pas signé sur le lieu de travail effectif. Mais c'est les trois cas qui sont possibles en fait. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et pour les salariés qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que cette affaire, à ton avis, peut leur apprendre s'ils traversent une restructuration? Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, hein. Une restructuration, c'est quelque chose de difficile à vivre. Il faut avoir confiance dans ces délégués du personnel pour négocier les meilleurs accords possibles pour les salariés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de salariés, quand ils agissent, ont peur, quand la société est liquidée, de ne pas pouvoir toucher leur somme. Bah justement, ce qu'il faut se dire, c'est que la chance qu'on a quand on est dans une liquidation judiciaire, entre guillemets la chance, hein, c'est pas une chance, hein, c'est terrible, mais la chance qu'on va avoir dans le procès, en tout cas, c'est que le mandataire liquidateur n'a d'abord parfois pas tous les éléments qu'avait l'employeur. Donc, parce que c'est pas son entreprise, lui, il est là, il a un mandat pour liquider la société, donc c'est pas son entreprise, il n'a pas nécessairement toutes les informations qu'avait l'employeur. Donc, ça peut donner une force en plus pour gagner le dossier. Et surtout, on a les AGS et les AGS. Cette garantie des salaires va vous permettre, une fois que la société est liquidée, de pouvoir toucher vos sommes. Alors, vous n'allez pas pouvoir toucher toutes vos sommes. Vous allez pouvoir toucher normalement jusqu'à 2 passes. C'est les plafonds annuels de la sécurité sociale. Si je ne me trompe pas, actuellement, c'est autour de 94 000 euros. Ça laisse quand même une belle marge de dommages et intérêts et de salaires à récupérer, hein, auprès des AGS. Et toi, en tant qu'avocat, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette histoire? Ce qui me rend le plus fier, en fait, c'est tout simplement de rétablir ce déséquilibre entre l'employeur et le salarié. En fait, moi, quand je vois
des gens comme ces salariés d'André qui ont lutté, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont tout donné pour cette société et qui se sont fait jeter comme des malpropres. Parce qu'on a voulu adapter leur manière de travailler, mais d'une manière totalement contraire à tout ce qu'ils avaient fait auparavant, et qui se sont retrouvés dans des situations de travail isolées, dans des situations de presque suicide. Quand je vois ces gens-là, cette souffrance, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir... Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a que l'argent pour régulariser une situation, et en fait d'avoir pu au moins leur donner cette chance de voir déjà d'être rétribués financièrement et de pouvoir sentir que la justice est de leur côté. Et surtout, peut-être de tout ce qui m'a rendu le plus fier, c'est d'avoir ces condamnations pour manquement à l'obligation de santé-sécurité. Parce que c'est pas normal qu'un employeur fasse souffrir autant des salariés. Et en fait, le fait d'avoir eu ce manquement à l'obligation de santé-sécurité dans tous mes arrêts d'appel, je me dis, ok, voilà, là, vous n'aviez pas tort. Vous pensiez que vous étiez en train de souffrir, et bien c'était la réalité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les magistrats professionnels. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier, vraiment. Merci Marlon. Alors, c'était un épisode que je trouve passionnant sur les dessous juridiques d'une grande restructuration collective, celui de la marque André. Un grand merci à Marlon Zard pour nous avoir partagé les coulisses d'un combat de longue haleine, un combat tentaculaire, où la technicité du droit a permis de résister à l'impitoyable logique financière. Cette affaire nous montre que même dans une procédure collective, les salariés ont des droits, et avec la bonne stratégie, ils peuvent les faire valoir. Je suis Marian Terrasse, et si vous avez trouvé cet épisode utile ou inspirant, abonnez-vous, partagez-le autour de vous. Prochaine étape, d'autres combats, d'autres victoires, et toujours le même objectif, défendre des salariés. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du cabinet Howard. À bientôt Marlon. À bientôt Marion.